Alors, bien sûr, la douleur. On a dit qu'on abordait la douleur parce que c'est un sujet important. Alors, je vais être obligé de revenir quand même sur des notions un petit peu simples, mais qu'est-ce que c'est qu'une douleur neuropathique? Je vous ai représenté ici l'alarme hein, à gauche avec le voleur, et je dois dire que j'ai piqué cette image, pas l'image elle-même, mais le concept à un neurologue qui s'appelle Nicolas Danziger, qui est à la Pitié-Salpêtrière et qui s'intéresse beaucoup à la douleur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, nos nerfs sensitifs qui véhiculent la sensibilité au chaud, au froid et à la douleur, ils sont là pour nous dire, bon, il fait froid, il faut que je mette un manteau. Ou bien, j'ai mal, j'ai dû me piquer, j'ai dû marcher sur quelque chose, ou je me suis brûlé, j'ai dû mettre ma main sur la plaque chaude. Et donc, ce système d'alarme, il est là pour nous alerter parce qu'il y a un ennemi. Ben, la douleur neuropathique, la difficulté, c'est que l'ennemi, il est peut-être déjà plus là, et c'est le cas notamment dans un certain nombre de neuropathies, par exemple après une chimiothérapie. La chimiothérapie, on l'a éliminée depuis un certain temps et la douleur persiste. Pourquoi elle persiste? Elle persiste parce que ce fameux système d'alarme, il continue à dysfonctionner. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la plupart des gens qui ont mal, logiquement, nous avons été conçus comme ça. Notre système nerveux est fait pour nous dire que si on a mal, c'est qu'il y a un ennemi, mais il ne faut pas toujours penser que l'ennemi est toujours là. Parfois, l'ennemi, il est parti. Et par contre, le dysfonctionnement de ce système d'alarme, lui, il va persister et il peut persister pendant assez longtemps. Donc, vraiment très, très important de comprendre ça parce que souvent, les gens qui ont mal pensent toujours qu'il doit encore y avoir quelque chose à soigner dans la maladie causale, si je puis dire, alors que finalement, parfois, la maladie causale, elle est guérie, mais que malheureusement, le système nerveux va dysfonctionner pour longtemps. Et puis, la deuxième chose aussi, c'est que notre système nerveux, nous sommes faits comme ça, notre cerveau est fait pour intégrer le fait que plus ça fait mal, plus c'est grave. Ben non, c'est dans le domaine de la douleur neuropathique, c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'on peut avoir mal, on peut avoir un peu plus mal à certains moments. C'est pas pour ça qu'il y a quelque chose qui est en train d'attaquer le nerf de plus en plus. C'est simplement le nerf qui dysfonctionne toujours. Alors, je reviendrai sur le fait que cette dysfonction, elle peut être aussi parasitée ou altérée par plein de choses, y compris l'état psychique dans lequel on se trouve. Donc, en fait, quand on a une atteinte, c'est le modèle de la douleur neuropathique qui vous est représenté là-dessus, on a souvent un mélange de symptômes que j'appelle négatifs. Alors, je suis désolé, c'est en anglais, mais ça veut dire quoi les symptômes négatifs? Ça veut dire qu'on a des choses en moins, c'est-à-dire qu'on sent moins les choses. Alors, c'est ça aussi que notre esprit n'est pas du tout préparé à intégrer, c'est que c'est bizarre de se dire à la fois je sens moins, en même temps dans la région où je sens moins, j'ai mal. Donc, c'est pour ça que ces douleurs sont extrêmement perturbantes pour les gens qui en souffrent. Donc, il y a le côté négatif et puis il y a le côté, ce qu'on appelle les symptômes positifs. Alors, les symptômes positifs, ça peut être des paroxysmes, ça peut être une hyperalgésie au froid, c'est-à-dire qu'on supporte mal le froid, ou bien ce qu'on appelle une allodynie. Je vais revenir sur ce terme d'allodynie qui est très important. Et donc, comme ça, il y a plein de douleurs qui peuvent être soit spontanées, s'il ne se passe rien, soit entraînées par un stimulus. Le stimulus le plus classique, c'est la chaussure, hein, quand on a mal au pied, c'est-à-dire que beaucoup de patients qui ont des douleurs neuropathiques ont abandonné les chaussures fermées et finalement mettent des chaussures ouvertes quasiment tout le temps, y compris en plein hiver, parce que pour eux, c'est le seul moyen d'être à peu près confortable. Donc, l'expression de la douleur neuropathique, vous les connaissez vraisemblablement pour ceux qui en souffrent, malheureusement pour vous. Ça peut être des décharges électriques, des brûlures, des fourmillements. Alors, un fourmillement, ce n'est pas toujours douloureux, mais ça peut le devenir, du froid douloureux ou des sensations d'étau. Et puis, il y a cette fameuse allodynie. Alors, ça, c'est important que je définisse le terme parce qu'il est central dans la douleur neuropathique. L'allodynie, c'est un stimulus qui, normalement, n'est pas douloureux. Par exemple, je me touche, je me caresse, ou bien j'ai… Ah. Nous avons perdu le professeur Magie. Est-ce que ça vient de notre côté? chronique à retentissement. Ah. Et puis, il y a ce fameux cercle vicieux hein, qui est majeur, c'est-à-dire que douleur, j'ai diminué mon activité, je vais avoir un retentissement psychologique, je vais être anxieux en attendant que la douleur arrive, et puis parfois, je vais devenir dépressif. Et donc, tout ça contribue à un cercle vicieux majeur. Alors,
qu'est-ce qui explique la douleur neuropathique? Je vous résume ça très rapidement. Excusez-moi, professeur Magie, pardonnez-moi. Oui, Il y a eu une toute petite interruption. Est-ce que vous auriez la gentillesse de redéfinir l'allodynie. l'allodynie? Voilà, on a été coupé une trentaine de secondes. Je suis désolé. Donc, Non, non, c'est vrai. l'allodynie, ça va être une douleur qui va être provoquée par un stimulus qui normalement n'est pas douloureux. Donc, par exemple, le contact d'un vêtement sur ma peau ne doit pas être douloureux si je n'ai pas un dysfonctionnement de mes nerfs sensitifs. Mais si j'ai un dysfonctionnement de mes nerfs sensitifs, le contact de ce vêtement sur la peau va être douloureux. Donc, on définit différents types d'allodynie au contact, au frottement, par exemple. Normalement, si je me frotte légèrement, c'est plutôt agréable, mais si quelqu'un qui a une allodynie va ressentir une douleur lors de ce frottement. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est très, très fréquent dans les douleurs neuropathiques. Donc, quels sont les mécanismes? J'en dis deux mots. Globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'intérieur de nos petits nerfs sensitifs, on a des canaux ioniques. Ces canaux ioniques, ils servent à faire passer notamment du sodium, du potassium, du calcium, et c'est ça qui va générer ce qu'on appelle un potentiel d'action. Donc, le potentiel d'action, quand on veut faire un mouvement, c'est ce qui va dire entre mon cerveau et mon doigt qui bouge, il y a un influx nerveux qui va être responsable de ce mouvement. Et un potentiel d'action dans le domaine sensitif, c'est je ressens quelque chose. Donc, un potentiel d'action anormal dans les fibres de la douleur, ça va générer de la douleur. Donc, il y a dans les douleurs neuropathiques des potentiels d'action anormaux véhiculés par les fibres sensitives. Deuxièmement, il va y avoir des récepteurs de la douleur qui sont dans nos toutes petites fibres qui vont jusque dans la peau, qui vont être surexprimés anormalement. Alors ça, c'est gênant parce que s'ils ont une expression normale, on a pas mal, mais s'ils sont en plus surexprimés, le petit stimulus qui normalement n'est pas douloureux va le devenir. Troisième mécanisme, et ça, on n'aime pas ça du tout, c'est ce qu'on appelle la sensibilisation centrale. Au bout d'un certain temps, quand la douleur s'est installée, malheureusement, la moelle épinière et le cerveau se mettent à dysfonctionner. Donc, ça veut dire qu'en fait, la douleur, elle se situe, vous avez certes mal dans le pied, mais ce qui va faire que vous ressentez la douleur, c'est aussi que l'ensemble de votre système nerveux va se mettre à dysfonctionner. Et puis, on a maintenant bien identifié, et ça c'est très important, c'est ce qu'on appelle l'inflammation neurogène, qu'il y a des phénomènes inflammatoires dans le système nerveux central qui se surajoutent. Donc, ça veut dire que peut-être combattre d'une certaine façon l'inflammation peut être bénéfique pour la douleur. Et puis, le dernier phénomène, qui est aussi un phénomène qui amplifie la douleur neuropathique, c'est que normalement, nous produisons des molécules qui vont inhiber les douleurs. Et en fait, une douleur qui remonte du pied vers le cerveau, elle va être inhibée normalement, quand notre organisme fonctionne bien, par quelque chose qui descend du cerveau jusqu'à la moelle et qui va donc inhiber cette ascension, si je puis dire, de phénomènes douloureux. Et donc, dans les douleurs chroniques, il y a une perte de ce contrôle inhibiteur. Donc, finalement, vous voyez qu'on est au cœur de quelque chose qui explique qu'un seul médicament parfois ne marche pas s'il agit sur une seule cible, parce qu'en fait, il y a plein de niveaux différents sur lesquels on est susceptible d'agir pour traiter ces douleurs neuropathiques. Donc ça, c'est un schéma qu'on avait fait avec quelques collègues qui avait été publié dans je ne sais plus quelle revue, je pense la revue Médecine Sciences, où on montrait, vous voyez, ici, on a la moelle épinière en bas à droite, et puis on a ces petits nerfs sensitifs qui vont, là c'est le nerf sciatique, par exemple, qui vont jusque dans la peau, dans les extrémités. Et en fait, dans les médicaments existants déjà, on connaît le mode d'action et on connaît l'endroit où ça joue. Par exemple, ces fameux canaux sodiques qui sont très importants pour le potentiel d'action douloureux, on peut les bloquer transitoirement ou de façon complète avec des médicaments comme ici le Laroxyl, la toxine botulique, la lidocaïne. La prégabaline, le Lyrica, tout ça, ce sont des médicaments classiques, peut agir là aussi à plusieurs niveaux. Ici, mais un petit peu au-dessus également, par exemple à d'autres endroits sur la génération de ces fameux potentiels d'action. Et puis, on a des médicaments qui vont agir plutôt au niveau de la moelle épinière. Mais vous voyez que certaines de ces molécules agissent à plusieurs niveaux. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important à comprendre, c'est que parfois, on a intérêt à avoir un médicament qui, certes, va cibler des molécules qu'on connaît bien, mais agir à plusieurs niveaux sur ces voies de la douleur. Alors, en France, sur les traitements pharmacologiques des douleurs neuropathiques, il y a des recommandations qui sont parues en 2020 et qui sont extrêmement importantes parce qu'elles ont vraiment bien situé les choses sur soit j'ai une douleur qui est localisée, soit j'ai une douleur qui est un peu plus généralisée. Si j'ai une douleur localisée, il est logique
il est raisonnable en 2020, donc en 2022, de se dire qu'il faut plutôt un traitement local. Alors, ça paraît bête comme ça de le dire, mais c'était quand même important que ça soit précisé. Et donc, cette société française d'études et traitement de la douleur a situé en premier pour une douleur localisée ce qu'on appelle le TENS, la neurostimulation transcutanée, donc ce n'est pas un médicament. Alors bien sûr, on ne peut pas se faire du TENS partout, il faut que ça soit vraiment localisé à un endroit, ou les emplâtres de lidocaïne, c'est-à-dire le Versatis. Alors, on y reviendra à l'occasion si vous voulez qu'on en parle, mais il y a un problème de remboursement en France du Versatis pour les douleurs neuropathiques, puisqu'en théorie, le Versatis n'est remboursé que pour les douleurs après zona. Ça, c'est des problèmes de remboursement en France. Et puis, sur les autres douleurs neuropathiques qui ne sont pas localisées, ou bien sur les douleurs localisées, on peut utiliser un certain nombre de molécules qui sont déjà connues. Alors, pour ceux qui connaissent déjà ça, il est inutile de le dire, mais je pense qu'il est important de dire que quand on utilise un antidépresseur ou un antiépileptique pour traiter une douleur neuropathique, ça ne veut pas dire que le patient est épileptique ou qu'il est déprimé. Et il est très, très important qu'on ait des efforts d'explication quand on prescrit un médicament antidépresseur pour traiter des douleurs. Même si la personne n'est pas déprimée, l'antidépresseur va agir sur la douleur. Bien évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, les personnes qui ont des douleurs chroniques finissent par avoir parfois, voire presque toujours, des réactions anxieuses ou une humeur un peu dépressive, mais le but initial, c'est que les modulateurs de ces molécules qui sont impliquées dans les voies de la douleur peuvent être des antidépresseurs ou des antiépileptiques qui ne sont pas prescrits dans l'intention de traiter l'épilepsie ou la dépression. Donc ça, c'est le premier niveau, la première ligne. Et la deuxième ligne, quand on est en échec, ça peut être par exemple la capsaïcine qui agit sur les fameux récepteurs TRPV1, c'est du piment, qui est utilisé en patch sur les zones douloureuses. Alors parfois, il y a des réactions chez certaines personnes qui sont rares. Il y a une réaction douloureuse presque toujours au moment où on applique le patch, parce que le piment, ça irrite fortement ces fibres sensitives, mais ça peut vraiment fonctionner. Et puis il y a la toxine botulique, qui est également utilisable, mais malheureusement, pas de façon ubiquitaire, parce qu'il y a plein de gens qui ne sont pas formés à son utilisation. Et puis, on trouve d'autres médicaments, comme les opioïdes. Alors, c'est-à-dire que moi, j'ai appris, quand j'étais étudiant, qu'il ne fallait pas utiliser les opioïdes sur les douleurs neuropathiques, donc les médicaments morphiniques. En fait, on peut les utiliser dans certains cas, à condition de ne pas en abuser. Et puis, il y a en troisième ligne, quand rien ne marche, on peut utiliser qu'on appelle la RTMS. Alors malheureusement, il y a très peu de centres qui utilisent la RTMS, qui consiste à faire des stimulations avec une petite sonde qu'on applique sur la tête qui va moduler les voies de la douleur. Pour l'instant, c'est vraiment encore assez confidentiel et malheureusement pas assez répandu. Et puis, dans certains cas, il y a des opérations où on met en place une électrode qui va stimuler les moelle épinière dans le but de complètement stopper cet influx douloureux qui remonte en direction du cerveau. Donc, il y a d'autres traitements non pharmacologiques. J'ai parlé de la neurostimulation. Bien sûr, on peut utiliser… alors, il ne faut pas croire que l'hypnose ou la relaxation, c'est uniquement pour des gens qui sont anxieux ou qui sont tendus. Pas du tout. Le rôle de l'hypnose en anesthésie, par exemple, il est établi depuis de nombreuses années. Et ce n'est pas du tout une petite thérapeutique comme ça qu'on utilise en plus. C'est une vraie thérapeutique complémentaire qui a un vrai usage. Et puis surtout, on peut passer de l'hypnose à l'auto-hypnose. Ça veut dire que l'hypnose conventionnelle, vous avez un praticien qui va suggérer de vous mettre dans l'état hypnotique, qui est un état très particulier, mais on peut aussi apprendre à faire de l'auto-hypnose, c'est-à-dire à s'auto-hypnotiser. Donc, il n'y a plus le praticien. Alors, il y a bien sûr un apprentissage, et c'est du boulot, si je puis dire. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui va forcément de soi, mais ça peut tout à fait se faire et certains patients peuvent l'utiliser. Alors, qu'est-ce qu'il y a de neuf? Alors, la première chose, c'est qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Alors, vous avez eu la gentillesse de le dire tout à l'heure, j'appartiens à une équipe de recherche et on a coordonné récemment une petite étude où là, on a fait quelque chose qui est simple. Il se trouve que ma collègue Claire Demiot travaille depuis un certain nombre d'années sur ce qu'on appelle le système rénine-angiotensine. En fait, c'est un système qui est utilisé pour faire des antihypertenseurs, des médicaments de l'hypertension. Et plutôt que de commencer par dire on va donner un antihypertenseur chez des personnes qui ont une neuropathie douloureuse, on a pris des gens qui venaient pour une chimiothérapie et on a comparé ceux qui prenaient déjà ce type d'antihypertenseur et ceux qui ne le prenaient pas.
Et donc, c'était un gros travail. On a été beaucoup à travailler là-dessus, et notamment Simon Frachet, qui est interne chez nous et qui a fait une grosse partie du travail. Il a vu tous les patients, il les a vus et revus un certain nombre de fois en leur faisant passer des questionnaires. Et puis, il y a eu bien sûr tout un recueil de données. Et bien, ce qu'on a vu, c'est que par exemple, sur les patients qui avaient de l'oxaliplatine pour un cancer digestif, quand on regardait ceux qui avaient déjà un inhibiteur du système rénine-angiotensine, donc un antihypertenseur classique, et qu'on a comparé ceux qui n'en avaient pas, vous voyez que ceux qui n'en ont pas ont un risque cumulatif important d'avoir une neuropathie éventuellement douloureuse, et ceux qui en avaient un risque bien moindre. Donc, ça veut dire que probablement, il y a déjà des médicaments qui sont sur le marché qui peuvent avoir une action neuroprotectrice. Donc, ça veut dire qu'on ne traite pas la douleur, on empêche que la neuropathie se développe, et bien évidemment, c'est ce que tout le monde a envie de voir arriver. Néanmoins, il y a quand même des douleurs neuropathiques qui persistent, et dans les traitements locaux, je dois dire que c'est des équipes françaises qui ont surtout travaillé là-dessus, avec 2 molécules qui sont l'amitriptyline, le Laroxyl. Alors, le Laroxyl, c'est un médicament utilisé depuis des décennies dans les douleurs neuropathiques. On sait que ça fonctionne, mais on sait que malheureusement, dès qu'on augmente les doses de Laroxyl, il y a des effets indésirables. Ça peut endormir, ça peut favoriser de la rétention d'urine chez l'homme, ça peut parfois faire prendre un petit peu de poids, donc ça assèche la bouche, donc il y a plein d'effets indésirables. Et finalement, le Laroxyl, on sait qu'il agit à l'extrémité des fibres, en fait, notamment. Et donc, l'idée a émergé qu'on pouvait utiliser le Laroxyl en topique, c'est-à-dire faire une crème à base de Laroxyl. Et là, c'est un travail qui a été fait à gauche. On vous représente des patients qui ont été traités avec le Laroxyl en crème. Et donc, vous voyez qu'avant et après, on a quand même une amélioration très nette, notamment de ce score de douleur, score qui va de 0 à 10, avec 2 applications par jour. Et ils ont regardé également chez des petites souris, en bas à droite, donc ils ont mis une crème qu'on appelle contrôle, c'est-à-dire il n'y a pas de Laroxyl dedans, une crème avec le Laroxyl. Et bien, ils ont constaté qu'il y avait le seuil de perception de la douleur était bien amélioré quand il y avait la crème avec le Laroxyl chez ces animaux qui avaient subi un traitement par chimiothérapie. Et puis, il y a d'autres médicaments comme la mépyramine. Donc, pour l'instant, cette crème d'amitriptyline, elle n'est pas du tout, on ne peut pas l'utiliser comme médicament classique qu'on va chercher chez le pharmacien comme ça. En revanche, on peut faire une préparation magistrale, c'est-à-dire que le pharmacien peut faire une préparation à base de Laroxyl. C'est tout à fait autorisé, c'est tout à fait remboursable par la Sécu, à condition que l'ordonnance soit rédigée correctement. Alors, pour l'instant, il n'y a que quelques centres qui ont une bonne expérience parce qu'ils ont été très moteurs dans le développement de cette voie thérapeutique. Et il y a un laboratoire qui est en train de mettre au point cette crème et qui va essayer de la commercialiser réellement pour que ce soit un vrai médicament et pas une préparation magistrale qu'on fait faire par son pharmacien. Les traitements par voie générale, je vais finir là-dessus. Les cannabinoïdes. Alors, les cannabinoïdes, évidemment, ça a fait couler beaucoup de salive et beaucoup d'encre depuis un certain nombre de mois, parce que vous savez qu'il y a une expérimentation en France où on utilise les cannabinoïdes dans certaines maladies, dans la spasticité de la sclérose en plaques et dans les douleurs neuropathiques. Alors, pour les douleurs neuropathiques, ce sont les centres antidouleurs qui l'utilisent. Donc, ce sont des combinaisons de ce qu'on appelle le CBD, qui est la version, on va dire, non psychoactive du cannabis, et du THC, qui est la version psychoactive. Donc, il y a des mélanges en différentes proportions de ces cannabinoïdes. Pour l'instant, il y a plein d'études préliminaires qui ont montré que ça peut être intéressant, mais il ne faut pas croire qu'il n'y a pas d'effet indésirable. C'est-à-dire que ce sont des médicaments qui peuvent entraîner éventuellement de la somnolence. Et en France, il y a un truc qui est certain, c'est que dans l'état actuel de la législation, tous les patients qui prennent un cannabinoïde ont une interdiction totale de conduire leur voiture. Donc ça, c'est aussi bien sûr quelque chose qui va être un frein majeur au développement si la législation ne bouge pas, parce qu'il va y avoir des patients qui pourraient potentiellement bénéficier de ces médicaments et qui ne pourront pas à cause de cette interdiction. Traiter l'inflammation. Alors ça, c'est intéressant parce qu'il y a un certain nombre d'études qui ont été faites déjà chez des humains,
avec ce qu'on appelle des anti-TNF-alpha. Le TNF-alpha, c'est une molécule qui est impliquée dans l'inflammation. Et donc, puisqu'il y a une inflammation au niveau de la moelle et du cerveau, une inflammation secondaire dans les douleurs neuropathiques, il était logique d'essayer ça. Et il y a déjà des résultats positifs dans des études précliniques chez les petites souris et des études cliniques chez l'homme. Pour l'instant, ce n'est pas encore très, très développé, mais ça va probablement se faire. Et puis, les fameux canaux ioniques dont j'ai parlé tout à l'heure, ils sont vraiment au cœur de la douleur neuropathique, puisque un potentiel d'action douloureux, c'est toujours du sodium qui rentre dans une fibre nerveuse et qui va déclencher ce potentiel qui va monter jusqu'au cerveau. Donc, on imagine bien que si on peut bloquer ce canal particulier, ce canal sodique, on peut probablement bloquer en partie les douleurs neuropathiques. Peut-être pas toutes les douleurs, peut-être pas chez tous les patients, peut-être pas ce traitement tout seul, peut-être parfois en association, mais ça peut marcher. Donc là, il y a au moins 4 ou 5 molécules qui ciblent les canaux qui véhiculent le sodium ou le calcium. Et il y a des études cliniques qui ont été faites qui sont très sérieuses, qui sont bien faites. Donc, développement de ces médicaments, je dirais, dans les 2 à 5 ans qui viennent, je pense qu'il y aura vraisemblablement sur le marché au moins une molécule qui sera soit un petit médicament, soit ce qu'on appelle un anticorps monoclonal. Il reste à voir quels seront les modes d'administration. Est-ce que ça sera par voie orale? Est-ce que ça sera injectable? Toujours est-il que c'est une voie thérapeutique très intéressante. Je crois que ce qui va vraiment les 2 points forts que je voudrais faire ressortir là-dedans, c'est sur les douleurs localisées. Vraiment, les traitements locaux, les traitements topiques, ça va exploser. C'est ça qui va probablement être une grande solution. Mais pensez bien qu'avec toutes les voies que je vous ai indiquées qui sont impliquées dans la douleur neuropathique, il faudra probablement aller vers des associations. Alors, pourquoi pas un traitement topique, par exemple, associé à une molécule qu'on prend par voie orale. Et l'avantage des traitements topiques, c'est quand même la tolérance. C'est-à-dire que entre prendre du Laroxyl par voie orale et avoir du Laroxyl sur les pieds, vraisemblablement, il va y avoir des différences majeures dans la tolérance.